Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Et cette fois-ci, on commence pas par la cartographie, mais on commence par cette image. Voilà. Charlie et Yann ont gagné la Transat Jacques Vabre. Bon, Yann, c'est sa troisième fois, même s'il est quand même super heureux. Mais de toute façon, chaque fois qu'on gagne une course, ça fait toujours plaisir. Et Charlie, 25 ans après Paul Vatine, un vrai remporte la Jacques Vabre. J'ai à moitié les larmes en le disant, là, c'est. Je suis super content pour lui, quoi. Ça fait trop plaisir. Moi, je le suis depuis longtemps, enfin, depuis un petit peu. Bah, depuis en fait Normandie Elite Team. Donc, l'année où il avait le Figaro 2 de Normandie. Enfin, le Figaro 2 du Normandie Elite Team. Après, j'ai suivi chez Massif. Et maintenant, il a un IMOCA. Il vient de remporter la Jacques Vabre. Sur son bateau, sur son IMOCA. Espérons qu'il refasse la même chose sur le Vendée Globe. Ça me ferait vraiment très, 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 très plaisir, quoi. Je suis déjà super content pour la Jacques Vabre. Mais alors, s'il gagne le Vendée Globe, ça serait vraiment le pied. Donc voilà, bah, ça a été une très belle arrivée. Enfin. On n'a pas eu vraiment les images du passage de la ligne dans un premier temps. Après, on a eu le live cette nuit. Là, bah, moi, j'étais encore debout pour le voir. Et, ce matin, j'ai vu les images vraiment du passage de la ligne. Génial, quoi. Alors, on a appris deux, trois trucs, hein, notamment qu'ils avaient eu un problème de grand voile. Ils avaient un peu déchiré la grand voile, donc il y a eu de la réparation. Voilà, bon, c'est un bateau neuf et les grands voiles, ça peut arriver que ça se déchire, même sur les anciens bateaux, donc voilà, c'est. Voilà, sinon ils ont fait une belle course, ils ont été très humbles, je trouve, par rapport à, par rapport à ce qui s'est passé dans le poteau noir, de dire que voilà, c'est un coup de peau en fait, grosso modo, de ce qu'ils disaient, voilà, au début ils pensaient qu'ils allaient juste rattraper, enfin de réduire l'écart, ensuite rattraper et peut-être repartir en même temps que du poteau noir, et en fait après quand ils se sont rendus compte que bah, ça allait faire de la distance, voilà quoi. Donc ouais, vraiment belle course de leur part. Et ce qu'ils racontaient aussi, et c'était assez particulier ce qu'ils racontaient dans le poteau noir, c'est que le poteau noir, comme s'ils voulaient les laisser passer, le poteau noir se refermait derrière. C'est-à-dire qu'ils voyaient les grains repasser derrière eux, 1 à 2 km derrière, et eux ils passaient quoi. Alors que derrière ça se refermait. C'est assez, euh, c'est assez magnifique. C'est franchement génial. Je suis super content pour eux. Ils le méritent franchement. Et franchement bravo les gars. Du coup, maintenant, on va passer sur la cartographie parce qu'on va quand même pas parler que de Charlie et Diane, même si je suis super content. Parce qu'actuellement, il se passe quelque chose de très intéressant aussi. Donc, on se retrouve tout de suite sur la cartographie. Et du coup, on se retrouve sur la cartographie. Donc, on va prendre les IMOCA, du coup. Voilà. Donc, déjà, premier petit truc. Merci. Maintenant, même quand les bateaux sont à quand sont dans la zone des rafraîchissements réguliers, on a quand même la météo pour la suite. Donc peut-être que c'était juste un bug la dernière fois. Donc je m'excuse si c'était juste un bug d'avoir râlé, mais voilà, c'était juste un peu énervant. Du coup, maintenant, on va aller voir, et parce que là, il y a une bataille un peu folle, enfin complètement folle. PRB et Charal sont en train de se battre à quelques milles de l'arrivée. 35 000 de l'arrivée pour PRB, et Charal qui le colle à 2,5 milles derrière. Donc là, ça va se jouer sur des empannages, ça va se jouer sur des petits coups tactiques, sur des. Limite dans des dévents. Enfin, ils vont nous faire un remake de l'arrivée de Francis Joyon et de François Gabard l'année dernière sur la route du Rhum, quoi, ou quoi, je sais pas. Mais même si normalement il y a moins de zones de dévent, quoique même ici, là, ça se peut, hein, il peut y avoir des zones de dévent, je pense ici, avec les vents qui passent par-dessus par les terres, là, donc ça peut être compliqué dans la baie. L'arrivée est prévue pour 16 heures, donc il reste encore un peu de temps. Mais c'est à voir. C'est à voir quoi. Ça va être une belle arrivée, je pense. Très serré, ça peut se jouer à quelques secondes quoi. Ça va être. Et Charles est vraiment rapide quoi. Là, ils sont. On va regarder d'ailleurs les vitesses. Alors, Charles sur 1 heure 9 nœuds 3 en VMG
Et sinon, là, ils sont à 12 nœuds 9 actuellement. Et là, on a 11 nœuds 7. Ouh, il y a plus d'un nœud de différence. Oh, ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, ça va se jouer à pas grand chose. Est-ce que PRB serait pas handicapé? Ou est-ce que juste c'est une histoire de bateau? À voir. Parce que là, ouais, il y a quasiment un nœud de différence sur l'instant. Et 9 nœuds 9 en VMG. On a dit 9 nœuds 3. Ah, on a un petit peu plus. La VMG est un peu meilleure sur 1 heure, mais là, actuellement, sur 5 minutes, là, ils se prennent un nœud dans la face, quoi. Bon, un nœud, ça fait 1000 à l'heure, quoi, donc ils peuvent encore tenir. Mais à voir, là, va falloir jouer des coups tactiques et réfléchir un peu aux. Enfin, je pense qu'ils y réfléchissent déjà, d'ailleurs. Aux histoires de priorité, enfin de privilège, du coup. Enfin, c'est oui, non, c'est de la priorité, oui, c'est de la priorité en course. L'histoire de priorité en arrivant, quoi, parce que qu'ils se prennent pas un tribord ou un soulevant, du coup. Enfin, là, un tribord, non, ça serait compliqué. Parce que là, de toute façon, oui, ils sont tous les deux en tribord, ouais. Les deux bateaux sont en tribord, donc après, ils vont repasser en bâbord. Donc, s'il y en a un qui vire, là, ça serait plutôt à PRB de choisir le moment de l'empannage, du coup, pour repasser en tribord et aller vers la ligne. Donc, il gérerait euh, Jérémy Bayou et Christopher Pratt, donc sur Charal. Mais, mais il serait au vent. Donc, techniquement, Charal pourrait le pousser un petit peu. Enfin, on va voir. Ça peut être une arrivée très très serrée. Là, ça va être très intéressant à suivre. Et derrière, bon, on en a qui ont bouffé du lion. Enfin, on dit que Charles a bouffé du lion, mais eux, c'est pas là, c'est pareil. Thomas Ruyant et c'est, j'ai pas, voilà, c'est bien ce que je pensais, Antoine Coche. Sur Advance for Cybersecurity, qui ont pris une stratégie West, donc qui était pas la bonne, et qui sont revenus pleine balle. C'est-à-dire que le bateau est quand même très bon, hein. Et les bonhommes aussi à bord d'ailleurs. Mais ils sont revenus pleine balle. Quatrième place, franchement, bien quoi. Après avoir été mené à c'était plus de 300 000 à la sortie de la stratégie Ouest. C'était quand même chaud et du coup ils ont bien rattrapé et tout. Et franchement, belle course quoi. Très belle course de leur part. Ils ont bien poussé sur le bateau. C'est là qu'on remarque quand même que les IMOCA maintenant sont fiables. Et ça fait plaisir. Derrière, à 8000 derrière, il y a Charlie Enright et Pascal Bidégory. Donc, belle course aussi. Bon, ils étaient déjà dans la stratégie sud, donc voilà, pas trop de risques. Et là, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est Clarisse Kremer et Armel Lecléache qui sont en train de se faire rattraper par tout le monde, qui se sont fait doubler, rattraper. Et ils méritaient pas ça parce qu'ils ont fait une très belle course. Et là, bah, le dernier bord leur a été fatal. Malheureusement, sixième. Ça me fait de la peine, sérieusement. Ils méritaient pas d'être distancé comme ça et d'être rattrapé comme ça, franchement. Armel, c'est un grand champion. Clarisse, ça va devenir une grande championne aussi. Non, c'est déjà pour moi une grande championne. Elle a quand même fait deuxième de la mini transat. Bon, sur la solitaire, c'était un petit peu plus compliqué, mais elle a quand même fait une pas trop mauvaise solitaire. Elle a appris énormément. Mais là, je suis sûr que à côté du côté sportif, enfin à côté du côté compétition de la chose, je pense qu'elle a appris énormément de choses. Elle le dit elle-même dans les vidéos. Elle a appris énormément de choses aux côtés d'Armel et elle est de plus en plus prête à faire le Vendée Globe et elle le fera et il n'y a aucun doute. De toute façon, même si elle n'a pas le nombre de 1000, là elle prend quand même une bonne marche sur la qualification. Mais je pense que même si elle n'a pas le nombre de 1000, je vois mal la SEM Vendée dire bah non, bah Banque Pop, vous faites pas le Vendée quoi. Je pense que les deux qui sont presque assurés de faire le Vendée, c'est Banque Populaire et PRB. Je suis sûr qu'eux ils vont recevoir une carte pour y aller. Je verrais mal la SEM Vendée dire non à ces deux bateaux. Mais bon, je peux me tromper. Et derrière, bah du coup, les deux inséparables, hein. Les deux bateaux qui se battent depuis leur naissance, enfin depuis leur construction. Donc Initiative Cœur et Banque Populaire, donc alias Massif et Banque Populaire de 2012. Donc les deux bateaux qui se battent tout le temps depuis très longtemps. Depuis la Jacques Vabre de 2011 en fait, qui se battent ensemble. Clairement.
C'était déjà serré à la Jaguar de 2011, ça a été très serré sur le Vendée Globe 2012, et ainsi de suite. Enfin, ça a été toujours assez serré. Quand les deux ont fini, ça a toujours été un peu serré pour les deux, donc c'est plutôt cool. Et derrière, bah, Fabrice Amadeo. Alors ouais, la bad news du jour, Sébastien Simon et Vincent Rioux sur Arca Paprec qui ont cassé le deuxième foil, donc ça y est, ils n'ont plus de foil. Euh, que dire? Que dire? Là, je disais tout à l'heure, il y avait les IMOCA étaient de plus en plus fiables. Excusez-moi, j'ai encore oublié d'enlever le truc. Les IMOCA sont de plus en plus fiables et et pourtant là, on voit qu'il y a de la casse. Mais c'est bizarre, il n'y a que sur lui parce que sur Apivia, ça a bien tenu. Sur comment il s'appelle, bon, Hugo Boss, ça avait l'air de bien tenir jusqu'à leur collision. Sur les autres bateaux neufs, ça a l'air de bien tenir. Enfin, il y a quoi comme autre bateau neuf, clairement? Bah, il y a Advance. Il y a. Puis c'est tout. Non, il y a eux. Et après, c'est tout niveau bateau neuf là qui courait. Que je me trompe pas, juste je vérifie un petit coup comme ça. Mais oui, c'était tout. Un bateau neuf, ouais. Et c'est les seuls qu'on cassé. Alors, est-ce que ça serait pas un problème au niveau de la conception des foils? Parce que c'est toujours en plus, c'est toujours en conditions normales, quoi. Donc, c'est bizarre. Alors, du coup, ils perdent tout leur avantage, hein. Newrest, Matmut, Newrest à fenêtre, ouais, ça y est. Il fallait bien que je me plante une fois dans la transat. Newrest, Matmut, c'était à l'époque du Vendée. Donc, Newrest, arrêt fenêtre, pardon. État, on va regarder sa vitesse. 18 nœuds 6, 18 nœuds 3 sur une heure. Et là, bah, ça va être beaucoup moins rapide, hein. Ouais, 17 nœuds 7. Ils perdent un nœud. Ils perdent un nœud. Bon, bah voilà, c'est. Sans foil, c'est tout de suite beaucoup moins facile. Et puis Louis Burton derrière qui va peut-être en profiter pour revenir aussi. Ouais, 21 nœuds 2. Ouais, 21 nœuds 2. Ouais, ils bombardent, hein. Ça bombarde derrière. Bon, là, je parle pas de stratégie parce que la stratégie est très simple, hein. Maintenant, après, c'est du jeu d'empannage. C'est du jeu d'empannage quand on arrive serré avec les autres. Bah voilà, on joue les stratégies. Alors, oui, j'ai dit eux, c'est aux alentours de 16 h. Et par là, il y a 20 h que j'ai vu. C'est aux alentours de 20 h et après minuit. Et après, ensuite, ça s'enchaîne, quoi. Ça va s'enchaîner au cours de la nuit et de la journée de demain. Donc voilà, derrière, bataille entre. On va regarder. Donc, Maître Coq, Yannick Bestaven et Roland Jourdain qui sont à 297 000 de PRB, du coup. Et derrière, 297 000 et 307 000. Donc, il y a 10 000. Il y a 10 000 entre les deux. Oui, c'est ça. 297,6. Et là, 307, ouais. Ah non, 326, excusez-moi, j'ai mal vu. Non, bah oui, non, j'ai pas pris le bon. Je suis bête. Donc 307 et 297. Oui, c'est ça. Donc là, on a une belle bataille entre les deux. Excusez-moi. On a une belle bataille entre les deux pour, pour les places de 11e et 12e. Ça peut se jouer aussi dans la baie de tous les Saints, à Salvador de Bahia. Derrière, c'est un peu plus loin, mais c'est un bateau à foil. Donc ça peut jouer. Donc ils peuvent rattraper encore, je pense, ici. Et derrière, bah, ça commence à devenir loin, hein. Seguin et Richomme. Et Athanasio et Marseille. Donc là, c'est deux bateaux de la même génération, donc ça doit être à peu près semblable. 13 nœuds 1 sur une heure. Et 13 nœuds 9. Ouais, c'est assez proche. Enfin, assez proche. Il y a quand même une petite différence, mais ça peut rattraper encore petit à petit. Et là, bah, on a une bataille assez folle entre Giancarlo Pedot et Anthony Marchand. Et Maxime Sorel et Guillaume Lebrec. Allez, ne me dis pas que je me suis trompé. Non, c'est bon. Donc voilà, bataille proche, on va regarder un peu comment ça fait. Donc 16e, le 16e est à 452,8 000
de PRB et le 451,1. Ça se joue à moins d'un mille entre les deux. Sachant que quand même Prismian Group a des foils. Donc on va regarder les vitesses. Donc les vitesses. Sur une heure, 14 nœuds 1. Ah, 14 nœuds 2. Oh, oh, ça tient pour l'instant. Ça veut dire que Maxime Sorel avec son non-foiler est en train de tenir un bateau de 2012 qui a des foils. Peut-être des avaries d'ailleurs sur l'autre bateau. Si... Normalement, un foiler doit aller beaucoup plus vite dans ces conditions. Théoriquement. Dans des conditions de travers, les foilers normalement sont quasiment imbattables. On a derrière Arnaud Boissière et Xavier Macaire qui sont un peu dans un no-boatland, un no-imocaland. Enfin non, même no-boatland parce qu'il y a aucun bateau aux alentours. À la 18e position, voilà. Donc ils font du 14 nœuds sur une heure. Derrière, on a Le Diraison. Donc Stéphane Le Diraison et François Guiffan qui se battent avec Water Family, donc Benjamin Dutreux et Thomas Cardin. Cardrin. J'ai du mal. Donc belle bataille. On va regarder les distances d'ailleurs les uns entre les autres. 554,8. 560,4. Donc il y a... On va arrondir, il y a 6000 entre les deux. Donc une bataille qui peut aussi se jouer dans la baie de Tous les Saints à Salvador de Bahia. On va regarder d'ailleurs leur position. Ouais, ils sont bien. Ils sont déjà par 4 sud, qui s'approchent assez rapidement. Alan Roura et Sabotigan, donc en 21e position. Euh, Entre deux bateaux, mais ils ont un foiler, donc ils devraient pas se faire rattraper par Manuel Cousin et Gilles Morvan. Mais ils devraient peut-être revenir un petit peu sur le Diraison et normalement avec un foiler, ils devraient pouvoir revenir un petit peu. Ils sont actuellement à 15 nœuds 2 sur une heure. Et devant, ils sont à 13 nœuds 1. Donc ouais, il y a 2 nœuds de différence. Sachant qu'ils sont à... On va regarder ça. Ah, ils sont à 620 000,9 du premier. Et devant, on est à 560 000. Donc il y a... Ah, je suis vraiment nul en calcul. Hein. 30... il y a 50 000 à peu près. Il y a 50 000 entre les deux. Oui, c'est ça. 60... Non, non, ça fait 40. Il y a 60 000 entre les deux. Non, pardon. Il y a 60 000 entre les bateaux. Bon, il devrait quand même, je pense, garder l'avantage. On va essayer à voir. On verra par la suite. Donc, et normalement, il devrait vraiment pas se faire rattraper par Manuel Cousin et Gilles Morvan qui n'ont pas de foil. Enfin, dans ces conditions-là, normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, on va aller voir les derniers IMOCA. Donc, Miranda Meron et Alvar Mabir qui ont passé l'équateur. Donc, ils sont bien sortis du poteau noir depuis ce matin, je crois. Enfin, ou moins dans la nuit. Hier, ils y étaient encore. Donc, voilà, ils reprennent de la vitesse sur leur bateau. Donc, course peut-être un peu compliquée, mais un bateau qu'ils ont depuis pas très longtemps, je crois non plus. Donc voilà, première grande course après la Fastnet Race. Donc encore en phase d'apprentissage sur ce bateau. Et là c'est encore dans le poteau noir, donc par 3 degrés, entre un peu plus de 2 degrés nord pour Pipar Ocean Racing et For My Planet. Donc les deux bateaux de la même génération qui se battent ensemble. 997, on va regarder sur une heure plutôt en VMG. 996 pour For My Planet et 993, donc c'est très proche. On a vu des belles images des deux bateaux bord à bord. C'était un peu après le Cap Vert, je crois. Donc ils se battent ensemble, c'est plutôt cool. Deux bateaux de la même génération. Deux bateaux que j'espère voir sur le Vendée parce que ça peut faire une belle bataille. Ça peut faire que, en fait, aucune des deux là se retrouve vraiment toute seule. Ça peut faire que, voilà, un petit peu de compétition même dans ces très anciens bateaux.
Ça peut être pas mal pour agrémenter un peu l'aventure que sera pour eux le Vendée Globe. Et du coup, à la 26e position, on retrouve euh, Ariel 2. Et donc on a deux bateaux à peu près de même génération. Donc Ariel 2 qui est en fait le sister ship de la Mykaline, sauf qu'il n'a pas de foil. Et il avait un problème de grand vol et je crois il doit encore l'avoir un peu. Ils sont en plein dans le peloton noir à 3 nœuds 8, 3 nœuds 6, ouais, ils sont en plein dedans. Ils sont bien arrêtés. Enfin, bien arrêtés, ouais, c'est pas très rapide quand même, hein. Et Vermont sans Sida qui se retrouve du coup dernier à 9 nœuds 8, 8 nœuds 7 sur une heure. Ou, je sais plus si c'est hier ou avant-hier ou aujourd'hui que j'ai lu ça, que bah, il y a eu un petit truc dessus. En fait, ils ont voulu rentrer une voile plus rapidement, en fait, en la faisant rentrer par le capot avant. Et en retournant par l'arrière, patatras, il a fait l'erreur, comme il dit, l'erreur du débutant. Il assume que c'est une erreur du débutant. Moi, je l'ai jamais fait, ça m'est jamais arrivé, encore heureux. Mais j'espère que ça m'arrivera pas. Mais je touche du bois pour pas que ça m'arrive, mais ça peut arriver. Bah, en fait, le capot était resté ouvert, il est passé à travers. Et sauf que la hauteur sous barreau Imoca, là, c'est dans la soute, je crois que c'est 1 m 30, je crois. Donc une chute d'1 m 30, wow, il s'est bien fait mal. Mais, euh, mais pas trop blessé. Bon, il saignait un peu, mais pas, ça va encore, quoi. Ça a l'air d'aller. Donc il peut continuer sa course tranquillement. Et là, voilà, ils sont dans le pot noir, aux prises dans le pot noir. Du coup, on a fini avec les IMOCA. Les IMOCA, maintenant, il n'y a vraiment plus de stratégie. C'est ligne droite vers le. Une fois sorti une fois sorti du pot noir, c'est ligne droite vers Salvador de Bahia. Et c'est tout. Du coup, on va passer aux classes 40. Et là, bah, rien n'a changé non plus, hein. Crédit Mutuel est passé dans l'hémisphère sud. Donc ça y est, Crédit Mutuel a la tête en bas. Pour eux, maintenant, c'est presque acquis. Je dis bien presque. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, la course n'est pas gagnée. On n'oublie jamais ça. Donc ils sont en tête 52 000 devant Fabien Lallet et Sam Goodchild. Donc sur Layton. Je sais pas si on dit Layton ou Layton, mais je. Donc à 52 000, on regarde les différences de vitesse et ça a l'air d'être assez fort. 10 nœuds 9 là sur une heure en VMG. J'aurai toujours en VMG, c'est toujours le plus intéressant. Et 9 nœuds 7, voilà, il y a plus d'un nœud de différence. Donc je pense que, à part Avary sur Crédit Mutuel, la course est quand même bien partie pour Crédit Mutuel. Euh, Layton a fait le break avec Aina en France à venir. Donc qui se trouve à 120 000. Donc il y a déjà 60 000. Non, plus. Non. 70 000 de retard sur Layton. Donc ça commence à être compliqué maintenant. Ça va devenir compliqué. Je pense que clairement le podium est écrit. Le podium est écrit pour la catégorie classe 40. Je vais dire mut 50, non, classe 40. On voit par la suite, bah, du coup, Louis Duc, quatrième, qui a une position dans l'ouest qui peut être intéressante. Alors attention quand même pour Aina en France à venir, on va regarder les distances, mais 120,6. Ah, il y a quand même, non, il y a 100 000. Ouais, non, c'est pas possible. C'est plus possible, non. Mais ils ont une position dans l'ouest qui est intéressante, donc par rapport à eux, ça peut être. Même si ça manque Kikine, parce qu'il y a dedans, il y a Cédric Château et George Richard à la 6e position, qui sont du coup juste derrière Made in Midi. Donc là, un groupe qui va se battre, je pense, jusqu'à l'arrivée. Donc ça va être très intéressant à suivre. Sachant que les deux bateaux les plus récents dans le groupe sont bah, le bateau de George Richard et Cédric Château et le bateau de Louis Duc et Aurélien Ducrot. Donc belle bataille qu'il va y avoir, je pense, ici. Donc 220 000 de retard pour Louis Duc, alors que Made in Midi est à 222 000, donc il y a 2000 d'écart sur la route. J'ai bien sur la route. Et il y a 222,7. C'est-à-dire qu'en fait là ça se tient, tout ça, ça se tient en un peu plus de 2000.
Ça se tient en 2000, en 2004. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Moins 2. Non, 2005. Excusez-moi. Ça se tient en 2005. C'est très très serré. Ça sort du poteau noir. Donc, à voir. On voit que la trajectoire de Made in Midi est un peu bizarre. Donc, il y a peut-être encore un petit grain dans le secteur. Ils sont par 2 degrés nord. Donc, il y a encore des affres du poteau nord. Enfin, il y a encore des petits nuages et tout. Donc, ça peut être encore un peu compliqué. Mais voilà, 8 nœuds 6 sur une heure. 9 nœuds 8. Ouais, ils se prennent un nœud dans la tronche. Ça va, ça fait mal. Et 7 nœuds 5. Ouais, bah. Donc, je pense que là, ça va. Peut-être que là, ça va s'envoler pour Louis Duc et Aurélien Ducrot à la quatrième place. Et ça va se jouer la cinquième place va se jouer entre Quito de Pavan et George Richer. Donc avec leur co-skipper respectif. Et à la septième place, bah, on retrouve Banque du Léman. Donc qui est encore dans le poteau noir. Hein, 7-9. On voit les trajectoires bizarres du poteau noir que seuls eux peuvent comprendre quand ils sont à bord. Seuls eux savent ce qu'ils ont pris à ce moment-là. 8 nœuds 2. Bon, là, ça a l'air d'avancer un peu. Donc, ils sont peut-être dans une zone un peu plus calme. Enfin, plus calme. Quand je dis plus calme, ça veut dire avec plus d'air, quoi. Ensuite, bah là, on a une bataille. On va regarder d'ailleurs. Alors, 303,1, 322,6. Donc, il y a 19 000 d'écart. C'est pas grand-chose. C'est une belle bataille. Alors, ensuite... On va aller voir donc dixième Vogue avec un Krone, de qui ont toujours leur problème de voile, malheureusement, qui sont sous Ginaker, qui peuvent pas hisser leur spi et tout. Enfin, c'est dommage, je suis triste pour eux, sérieusement. Après, dans les conditions qu'il va y avoir après, eux ont plutôt intérêt, avec la voile qu'ils ont, donc le Ginaker, à sortir peut-être un peu plus low fait que les autres, dans la Isée du Sud, parce que du coup, ce sera une allure pour leur voile, quoi. Pour les voiles qui leur restent. Donc ils sont à 410 000 et le bateau qui est 11e, donc le 11e qui est un peu plus haut mais plus à l'ouest, c'est pour ça qu'il est devant. Qu'il est juste... Ah non mais non, il est pas devant, il est juste derrière. Je suis bête. Donc le bateau qui est juste derrière eux, donc qui est 11e, il est... Ce que je voulais dire c'est qu'il est devant celui qui est juste à côté de Vogue avec un Krone, c'est ça. Donc prendre la mer, agir pour la forêt. Donc à 415,8. Donc à 5000. Et là, il y a 1000 entre les deux là, maintenant. Moins d'un mille même. Oui, il y a moins d'un mille. Donc belle bataille entre ces trois là. Et bah, maintenant, c'est la roulette russe du poteau noir, hein, clairement. Faut... Ça va se battre et on va voir qui va sortir devant dans le pot... Qui va sortir en premier du poteau noir. Et sachant que là, je pense que vu la trajectoire de Caliste et de Pierre-Louis, je pense qu'ils sont sous un grain ou un truc dans le genre. À 3,6 nœuds. Je pense qu'ils sont sous un grain là. La trajectoire est un peu bizarre. Ils prennent vachement dans l'ouest. Alors, justement, peut-être dans l'idée d'aller après être un peu plus dans l'ouest que tout le monde à la sortie pour avoir les voiles, les bonnes voiles du coup. Les voiles qui sont encore en état pour les utiliser. Mais ils ont peut-être pris une refusante ou un truc dans le genre. Dans le poteau nord, on sait jamais. Hein. Le vent peut changer de 90 degrés d'un coup. Enfin, c'est compliqué de savoir ce qu'ils vivent actuellement en fait. Donc voilà, ça se bat toujours ici. Là, on a encore une bataille. Donc entre le 13 et le 15, qui sont à peu près à la même latitude. Donc le 13e est à 426,6. 454. Ouais, là on voit quand même qu'il y a de la distance, mais c'est juste parce qu'il y a de l'est-ouest en fait. Hein. Mais eux, s'ils ont toute leur voile, en sortant, ils sont mieux. Et ensuite, bon, on va continuer à remonter. Là, ça rentre dans le poteau nord. On est à combien? On est à 6 degrés nord, donc ça y rentre, ouais. Donc, jusqu'au 14e, le 14e rentre dans le poteau noir. Ensuite, on a le 16e qui est un peu tout seul dans son coin.
Et on va remonter du coup jusqu'au dernier pour finir cette vidéo. Donc là, ça c'est un peu tout seul. Là, ça se bat. Non, c'est assez écarté quand même, hein. Ça s'écarte quand même pas mal. Le 17e, donc Leclerc, est à 661 000. Là, 686 000. Ah, c'est... Il y a un peu plus de 30 000. Il y a... Allez, pour faire plaisir, je vais faire le calcul dans ma tête vite fait. 661, donc ça fait 20. Il y a 25 000. Non, 24 000. Il y a 24 000 entre les... 24 ou 25 000 entre les deux, donc c'est assez proche quand même. Le poteau nord peut redistribuer les cartes. 19e, Morgan Urso Poupon. Donc, qui se fait sa 19e place. Avec un vieux bateau, donc voilà, ils sont plutôt... Il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance aussi à bord et tout, donc... tant qu'ils prennent du plaisir, c'est le principal. À la 20e place, nous avons Attitude Manche. Donc un des plus jeunes, Frédéric Duchemin. C'est Frédéric Duchemin, je crois, le plus jeune. Non, c'est Martin qui est le plus jeune et Frédéric Duchemin le plus âgé à bord. Donc Attitude Manche à 758,9 000. Eux, ils sont encore très loin du poteau nord. Non, ça va assez vite. Mais ils sont pas encore dedans, c'est sûr et certain. Ils sont encore à 9,6. Et on retrouve... Alors ça y est, enfin, Équipe Voile Parkinson a passé Terre Exotique. Donc 946,2 pour Équipe Voile Parkinson. À 11 nœuds 3 sur 5 minutes. Et 9 nœuds 4 pour Terre Exotique. Qui est en fait le seul à être passé dans l'est de l'archipel du Cap Vert. Donc attention au dévent pour eux. Mais, mais ils sont quand même, ils se battent quand même vachement bien avec ce bateau qui est, comme je le rappelle, le premier classe 40 sorti des chantiers. Donc bravo à eux, pour cette aventure. Et bah de toute façon, moi je vous suis jusqu'à l'arrivée et je parlerai de vous jusqu'à ce que vous ayez mis le pied à terre. Voilà. Bah du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va juste dézoomer. On va regarder l'évolution de la météo sur les prochaines heures. Hier, on a vu que, bah, en fait, cette nuit, il y avait un peu plus d'air et que ça se recalmait dans la suite. Mince, pardon. Voilà. Alors, on a aussi un poteau noir qui bouge. On va même, pour vous montrer, on va enlever, on va appuyer sur quelque chose où ça va tout faire disparaître. Voilà, on va juste montrer les multi 50, mais comme c'est du report, c'est pas grave. Et donc, on va regarder un peu. Et on voit que, bah, du coup, le poteau noir, il y a un passage là, il y a un passage. Il a tendance un peu à se décaler. Alors, voilà, il y a un nouveau passage à ce niveau-là et on voit qu'il se referme derrière. C'est en train de se refermer. On va zoomer un peu là. Allez. Non, il y a un petit passage là où la lisée elle a d'être plus proche ici. Donc, peut-être aller chercher cet endroit-là pour passer. C'est plutôt... Et on voit par contre que le poteau noir remonte aussi, hein. Là, il y a un poteau noir qui commence par à peu près 7 degrés nord, quoi. Donc attention, un poteau noir très large. Poteau noir très large de 7 degrés nord à 4 degrés. Même si là, je suis sûr, il y a encore des grains. 3 degrés. Je pense qu'on n'en sort qu'à 2 degrés nord, quoi, grosso modo. Le 11 à 5 heures. Donc demain matin à 5 heures. C'est la situation de demain à 5 heures, ça. Donc on va remettre comme ça. Et on va continuer à avancer un peu dans le temps. Voilà, avec un alizé qui est assez fort quand même. Et qui rediminue. Et encore des zones de pétole le long de la côte là. Attention, enfin des zones de pétole avec pas grand chose. Il y a 11 nœuds, il y a 7 nœuds quand on se rapproche. Attention aux zones avec un peu moins d'air quand même. Ouais, il y a vraiment des zones sans... Il y a des moments où le vent se calme vraiment, il est vraiment pas fort.
Et par contre, là-haut, c'est assez fort, quoi. Le long de. Quand on va vers la Guyane, c'est quand même très fort, quoi. Enfin, quand on avance vers la Guyane, parce que là, c'est encore les côtes du Brésil, mais la Guyane est du coup ici. Que si je me trompe pas, ouais. Là, il y a le delta de l'Amazone. Donc, à voir, faut faire attention. Donc là, vous avez de l'air là, mais après, ça se calme vraiment en descendant. Et donc, on est au maximum, le 12 à 14 heures. Où ça reste vraiment. Et on a par contre, là, on a un poteau noir. Oh, mais regardez cette taille! Mais regardez cette taille! C'est-à-dire qu'on a un poteau noir qui commence par 10 degrés nord et qui se finit par à l'équateur. À l'équateur géographique. Et même un petit peu plus en dessous, quoi. Le 12 à 14 heures. C'est ouf! C'est ouf, là faut pas tracer le poteau noir à ce moment-là, hein. Là vous y passez longtemps, hein. Ah ouais, là c'est grave. Et regardez, ça commence déjà à tomber juste en dessous du Cap Vert, quoi. À 15 degrés nord, on commence déjà à presque plus avoir d'air, quoi. Et là après c'est... Ah ouais. Ah bah j'espère que eux auront au moins bien avancé dedans avant que ça se devienne comme ça. Mais je crains un peu pour eux là. Je crains un petit peu pour eux. Bon voilà, bon c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cette image de poteau noir énorme. Alors que là, on va juste comparer là. Donc aujourd'hui, le 10-11 à 14 heures. Demain à 14 heures. Ça commence déjà à grossir. Et le 12 à 14 heures. Enfin, le 12 à 11 heures. Et le 12 à 14 heures, du coup. Je voudrais que tu me mettes le 12 à 14 heures. Voilà, mais c'est énorme. C'est juste énormissime. Bon, voilà. Bon, du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sur ces paroles. Donc, maintenant voilà, comme je dis, la stratégie est pas très compliquée. C'est de la ligne droite une fois sorti du poteau noir. Pour eux, on plonge dans le poteau noir. Donc là, l'idée c'est d'aller le plus vite possible au poteau noir, hein. C'est quand tu rentres à l'est ou à l'ouest, tu rentres le plus vite possible pour pouvoir essayer d'être le moins pris dans ce poteau large, dans ce poteau noir super large. Mais vraiment trop large là, c'est une folie. C'est une folie, il n'y a pas d'air. Il n'y a rien. Bon, voilà. Bon, du coup, c'est là-dessus qu'on se quitte. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Mettez la petite cloche de notification. Mettez un j'aime, un pouce en l'air. Et commentez, voilà. Pour montrer que... pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé. Ce que vous voudrez que je fasse de mieux peut-être aussi. Voilà. Bon, du coup, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde!